Je vais maintenant tout de suite donner la parole à une autre contributrice du numéro, enfin à une contributrice du numéro, pardon, Françoise Houdaillé-Robert. On change vraiment de thématique. Enfin, on change vraiment plutôt de champ de réflexion, mais on ne change pas de thématique, puisque Françoise Houdaillé-Robert est psychologue clinicienne, doctorante également dans un laboratoire de psychologie clinique. Vous avez écrit donc un article sur l'avenir ouvert dans le contexte des développements récents de la génomique, avec ce questionnement que nous avons aussi rencontré et traité à de plusieurs reprises à l'espace éthique, de savoir dans quelle mesure la transmission d'une information génétique ferme ou ouvre l'avenir des personnes qui reçoivent cette information. Donc, merci beaucoup d'être présente. Je vous laisse tout de suite la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Oui, c'est bon? Parfaitement. Et on voit votre diapo. Alors, c'est pas moi qui ai pris la main, par contre, c'est vous. Donc, je vous demanderai de changer les vignettes, du coup, parce que ça s'est affiché sans que je fasse rien. Donc, je pense que c'est vous qui avez pris la main. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. J'ai choisi de faire un PowerPoint de présentation, ce qui n'est pas forcément très commun dans ce type de conférence. J'aurais peut-être pu faire juste une communication orale. Mais étant donné que c'est sur un sujet quand même assez technique, je voulais essayer de revoir un peu, revisiter un peu quelques progrès de la génétique avec vous. Je me suis dit que peut-être un support pourrait aider. Donc, je m'intéresse effectivement à la médecine génomique et notamment à sa vocation prédictive, qui est quand même une dimension forte de la médecine génomique aujourd'hui. Vignette suivante. Merci. Donc, pour vous expliquer déjà que la génétique a énormément progressé ces dernières décennies, vous le savez, puisqu'il y a encore quelques décennies seulement, la génétique, finalement, ne s'occupait que d'un petit nombre de maladies rares, héréditaires. Ça concernait peu de maladies rares et peu de patients. Aujourd'hui, elle est vraiment impliquée dans le diagnostic, mais aussi la compréhension et le traitement d'un nombre vraiment exponentiel de maladies, y compris les maladies communes, telles que l'obésité, le diabète. Donc, peu ou prou, on est tous de plus en plus concernés par notre génétique en lien avec la santé, finalement. Et elle prend beaucoup de place dans les services hospitaliers aujourd'hui. Hein, la génétique est énormément sollicitée. Vignette suivante. Je vous dirai un mot, effectivement, des progrès technologiques qui sont vraiment fulgurants en l'espace de 20 ou 30 ans. Là. Aujourd'hui, donc, nous sommes entrés dans l'ère de la médecine génomique. On parle de génomique quand on est au niveau du génome, donc du séquençage complet de l'ADN, dans ce qu'il a de plus fin, hein, le nucléotide, la base de l'ADN, ce qu'on a de plus petit en nous. Donc, certains parlent d'une révolution médicale, voire même d'une révolution sociétale, parce que ça pourrait changer effectivement notre rapport à l'état de santé, de maladie, notre rapport à la vie, à la mort finalement. Les généticiens disent qu'il n'y a peut-être pas eu de révolution technique aussi importante depuis l'invention de l'informatique. Alors, c'est aussi une révolution diagnostique dans le champ dans lequel je travaille, qui est celui des maladies rares, avec des enfants, des patients, souvent des enfants atteints d'anomalies du développement, parce que ce sont des outils beaucoup plus puissants, puisqu'on regarde tout l'ADN, on voit beaucoup plus de choses, donc on peut effectivement poser beaucoup plus de diagnostics. C'est pour ça que ces examens sont de plus en plus utilisés. Et finalement, ces techniques qu'on appelle de séquençage à haut débit, hein, qui permettent de séquencer tout l'ADN et très rapidement, à un niveau de résolution le plus fin possible, elles permettent, avant l'arrivée de ce séquençage, justement, on avait des possibilités de diagnostic qui étaient beaucoup plus limitées, en fait, aux situations pathologiques reconnaissables devant certains signes cliniques. Au fond, on ne cherchait que ce qu'on connaissait. On voyait un patient et on se disait, ben, tiens, tel ou tel signe clinique me fait penser… oui, je suis sur la vignette précédente, mais c'est pas grave. Tel ou tel signe clinique me fait penser à telle ou telle pathologie. Donc, ça pourrait être le gène ceci ou le gène cela, la maladie ceci ou la maladie cela. Et on allait chercher comme ça, petit à petit, en fonction de ce qu'on connaissait, on tâtonnait, on allait chercher des cibles diagnostiques comme ça. Donc là, on peut mettre la vignette suivante, effectivement. Donc, au début, il y a encore quelques décennies, on cherchait les gènes un par un. On cherchait un gène, on le testait, c'était positif, tant mieux, on avait trouvé le diagnostic. C'était négatif, tant pis, on repartait peut-être sur un autre gène, sur une autre hypothèse diagnostique. Donc vous voyez que ça prenait beaucoup de temps. C'était coûteux parce qu'à chaque fois c'est un examen.
Et puis, c'était pas très contributif. Donc, petit à petit, on a eu des outils qui nous ont permis d'analyser plusieurs gènes en même temps. Et puis après, on a créé même ce qu'on appelle des panels de gènes, donc c'est des regroupements de gènes, plusieurs dizaines de gènes, même plusieurs centaines. Dans mon service, par exemple, on a un panel de gènes disponible de plus de 400 gènes pour aller tester des gènes impliqués dans les troubles du neurodéveloppement, notamment la déficience intellectuelle. Donc, évidemment, si on teste 400 gènes d'un coup sur un enfant qui a une déficience intellectuelle, on a statistiquement tout simplement plus de chances de trouver le bon diagnostic que si on en teste un par un, et quand on n'est que 10. C'est très, très basique. Hein. Et ce qu'on peut aujourd'hui tester, c'est ce qu'on appelle l'exome. Alors l'exome, c'est 22 000 gènes, vous voyez. Ça représente que 1% de notre ADN seulement, donc c'est très peu, mais ça représenterait 85% des mutations responsables de maladies en pathologie humaine connues, parce qu'on est loin de tout connaître. Et puis ce qu'on sait décrypter aujourd'hui, c'est même le génome. Donc on sait décrypter tout notre ADN, sachant que vous voyez qu'il y en a 85%. Il y en a 85% dont on ne sait encore pas trop à quoi ça sert. Donc là, on ouvre la boîte de Pandore avec le génome. Vignette suivante. Alors, ce séquençage du génome, j'ai essayé de vous montrer qu'il était très attractif pour les médecins, pour les familles, parce qu'on peut trouver plus de diagnostics. Il est très pertinent, notamment en cancérologie, ce n'est pas mon domaine de pratique, mais on peut aller faire aussi des diagnostics ciblés sur les tumeurs et donc adapter les traitements, les personnaliser. Il y a vraiment des ouvertures médicales très intéressantes. Mais je vais plutôt vous parler de ce soir des problèmes que ça soulève aussi. C'est que cette grande quantité de données qui sont générées, qu'on appelle des big data, hein, à travers l'exome, mais surtout l'analyse du génome, sont d'interprétation encore très difficiles. Ce n'est pas parce qu'on sait décrypter tout notre génome qu'on a compris complètement le sens de ce texte, finalement. Il faut savoir que l'analyse de notre génome, il nous expose aussi beaucoup plus fréquemment donc, à la découverte de données de signification inconnues. Donc, comme je vous le disais, des choses qu'on ne sait pas interpréter. On trouve des choses au labo, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, avec ça, on est bien avancé. Qu'est-ce qu'on en fait? En l'état actuel des connaissances, en général, on ne les rend pas aux patients puisqu'on ne sait pas quoi en dire. On trouve aussi des données de signification incertaines. Donc, on n'est pas sûr que les variations qu'on trouve dans le génome d'un patient soient vraiment responsables du tableau clinique qu'il présente. Ça nous arrive quand même assez fréquemment avec le génome, avec l'exome. Donc ça, il faut en informer le patient quand on fait ce type d'examen. On lui dit qu'on va peut-être trouver un résultat qui sera incertain. Donc là, on n'est déjà pas non plus dans une zone de confort. Hein. Aller donner un résultat probablement pathogène, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas vraiment. Donc ça embarrasse les personnes du laboratoire, ça embarrasse les cliniciens qui rendent les données, et ce n'est pas confortable non plus pour le patient. Et puis ça augmente aussi la possibilité de données additionnelles. Donc c'est ça que je vais développer un petit peu après. Et puis sachant encore que les possibilités variables du génotype, c'est-à-dire la manière dont s'exprime notre génome, effectivement, est d'autant plus manifeste pour les maladies multifactorielles, que sont encore les maladies communes, hein, comme l'obésité, le cancer. On sait qu'il n'y a certainement pas qu'un gène qui est responsable d'une maladie, il y en a certainement plusieurs, et que d'un individu à l'autre, l'expressivité est variable, parfois même au sein d'une même famille ou d'une même fratrie. Vous voyez, si le champ des possibles s'élargit avec le génome, avec le séquençage complet de l'ADN, on a l'impression d'avoir des outils très puissants, ce qui est vrai. Mais l'incertitude épistémique, elle reste importante, elle reste grande. C'était déjà le premier message que je voulais vous faire passer ce soir. C'est vrai que quand on n'est pas complètement dans le domaine, on peut être fasciné par tout ça et avoir l'impression qu'on a presque une baguette magique, hein, ce qui augmente d'ailleurs les attentes des patients et des familles. Vignette suivante. Là, je repasse par une définition. Non, celle d'avant, s'il vous plaît. Ça allait vite, j'en ai eu deux d'un coup. Merci. Je repasse par une définition de l'Agence de la biomédecine qui date de 2019, c'est récent, parce que c'est important. Moi qui suis en thèse sur cette question des données additionnelles et plus spécifiquement des données secondaires, il y a énormément de confusion dans les littératures, même encore aujourd'hui. Donc, je voulais redéfinir ces termes avec vous pour qu'on sache bien de quoi on parle. Les données additionnelles, ce sont les résultats d'un examen génétique qui sont sans relation directe avec l'indication initiale de prescription. Chez une personne qui, du coup, est généralement asymptomatique pour la donnée qu'on va trouver. Je vous montrerai une petite vignette après qui éclaircit les choses. Donc, c'est en gros tout ce qu'on trouve en plus de ce qu'on cherchait initialement. Mais parmi ces données additionnelles, elles sont de deux catégories. Il y a les données incidentes, que l'on découvre de manière fortuite. On cherche pourquoi un enfant est déficient intellectuel, par exemple, mais le laboratoire, de manière fortuite, va trouver autre chose. Mais on est bien toujours dans une démarche diagnostique. Donc, les données incidentes, ça existe depuis très longtemps en médecine. Il y a énormément de littérature là-dessus. Ça a été beaucoup étudié, notamment en radiologie, où on trouve régulièrement des choses qu'on ne cherchait pas. Moi, je vais vous emmener ce soir dans un autre champ encore, qui est celui des données secondaires. Donc là aussi, on est sur des données additionnelles.
mais qui cette fois-ci sont recherchés activement à partir d'une liste de gènes sélectionnés, préétablis en fonction d'objectifs précis de recherche. Donc là, pour moi, on n'est plus dans une démarche diagnostique. Déjà, on franchit un pas. On est dans une démarche de dépistage que les Américains qualifient même d'opportuniste. Alors, vignette suivante. Justement, là, on a un petit choc des cultures. C'est un petit peu ce qui m'a poussé à entrer en thèse sur ce sujet quand je me suis intéressée à ces thématiques. Puisqu'en 2013, ça a été une année un peu clé où les Américains, le Collège américain de médecine génomique, a recommandé dans un contexte de prescription d'exomes ou de génomes, donc ces nouveaux outils diagnostiques dont on dispose, dans une visée diagnostique, il recommande le dépistage opportuniste de facteurs de risque de pathologies communes qu'il appelle actionnables, c'est-à-dire pour lesquels on peut mettre en place de la prévention ou du traitement. C'est principalement des facteurs de risque de cancer et de cardiopathie héréditaire. Donc les Américains préconisent ce type de recherche à tout âge et donc a priori sans antécédents familiaux connus. Dans le même champ, dans le même temps, les Européens, eux, ont édicté des recommandations qui sont contraires à celles-ci, en tout cas qui ne vont pas dans le même sens. Ils nous disent qu'en l'état actuel des connaissances, il vaut mieux pas aller rechercher ces données secondaires, que ce n'est pas assez fiable. On a trop d'incertitudes, notamment sur la validité clinique, et donc ils préfèrent rester sur des examens ciblés, donc ces gros panels de gènes par exemple, pour éviter d'aller chercher des choses embarrassantes autour. Il faudra attendre 2018 pour que la France se positionne en adéquation avec les recommandations américaines. Là, vous voyez, il y a un conflit de valeurs, il y a un conflit d'organisation aussi de systèmes de santé. Donc là, c'est compliqué aujourd'hui, c'est très polémique. Vignette suivante. Donc ça, c'était juste une petite vignette très pratico-pratique pour voir où ça nous amènerait. Il y a des enjeux sociétaux qui sont importants, parce que là, aujourd'hui, les exomes et les génomes sont réservés aux patients, mais on pourrait imaginer que dans quelques années, tout le monde puisse avoir accès à son exome ou à son génome. Donc ça pourrait aussi nous concerner tout un chacun. Donc ce petit patient qui vient dans mon service parce qu'il présente une anomalie du développement avec déficience intellectuelle, c'est ce qu'on reçoit beaucoup dans notre service, on va lui proposer dans une démarche diagnostique, donc une analyse d'exome ou de génome par exemple, et puis on va lui proposer à côté, donc si vous l'avez bien compris, s'il le souhaite, enfin s'il est en capacité de donner son consentement, ou s'il est mineur ou qu'il n'est pas en capacité de le donner, on le demandera à ses parents ou à ses responsables légaux. On peut proposer la recherche de données secondaires, ici par exemple, les prédispositions aux troubles du rythme cardiaque, dans le but de pouvoir mettre cet enfant sous des examens préventifs, de la surveillance, voire des traitements, à partir du moment où la maladie pourrait peut-être se déclarer un jour. Et puis on va aller rechercher si l'un des deux parents aurait pu transmettre ce variant génétique responsable d'un facteur de risque. En général, ce sont souvent des variants qui sont à transmission autosomique dominante, donc c'est souvent un des deux parents qui pourrait être aussi transmetteur, et donc intéressé et concerné par cette problématique aussi de surveillance et de traitement. Donc indirectement, on irait rendre un service aux parents également. Vignette suivante. Alors, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre ce soir, c'est qu'il me semble que là, on passe un cap, encore une fois, on franchit un pas qui nous fait changer de paradigme clinique. Parce qu'aller faire des diagnostics présymptomatiques, aller analyser des facteurs de risque, on sait le faire en France, on le fait depuis longtemps, c'est pas nouveau, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive. Ça se fait depuis les années 80-90, mais c'est extrêmement encadré, c'est dans un contexte de pathologie familiale connue et avérée. Quand vous avez par exemple toute une famille où presque toutes les femmes ont eu un cancer du sein jeune, sévère, dont beaucoup d'entre elles sont décédées, là on considère que quand on est un apparenté dans une famille comme ça, on est une personne à risque. Donc on a la possibilité d'accéder à la connaissance de son statut génétique si on le souhaite, c'est-à-dire de sortir de ce doute en se disant, est-ce que je suis porteur de la mutation qui est connue dans ma famille ou pas? Est-ce que je ne suis pas porteur? Voilà, on est dans ce mouvement-là. Il y a des protocoles qui ont été extrêmement pensés et puis bien entraînés aussi depuis les années 90. On a vu ce que ça donnait, on s'est amélioré. Donc on propose notamment des délais de réflexion aux patients avant de leur rendre le résultat. Il y a toujours de la réflexion. On propose aussi au moins une rencontre avec un psychologue, il y en a souvent plusieurs. Et puis on traite le cas des mineurs de manière différente, puisqu'en Europe, les diagnostics présymptomatiques sont interdits chez les mineurs, justement pour leur laisser leur capacité d'autonomie, de choix, on en parlait tout à l'heure. L'avenir ouvert, c'est peut-être ça aussi, sa capacité d'autonomie de choix. Il puisse décider, lui, à 18 ans, s'il veut connaître son statut génétique ou pas, dans la mesure où la maladie ne se révélerait pas à l'âge pédiatrique. Donc, dans ces données secondaires qu'on pourra aller chercher un petit peu comme ça, tous azimuts, sortis de ce contexte de pathologie familiale connue, c'est peut-être ce qui pourra arriver dans les années à venir.
voyez qu'on change quand même un peu de paradigme, hein, et ce qui fait que tout citoyen, tout consultant à la consultation déjà, mais même tout citoyen devient un sujet à risque. Alors, nous le sommes tous, hein, si on faisait tous l'analyse de notre génome, je pense qu'on trouverait probablement chez chacun de nous des variants qui pourraient être des facteurs de risque. Bon, par contre, est-ce qu'on vit mieux en le sachant ou en ne le sachant pas? C'est un petit peu la question. Est-ce qu'on là, on ne viendrait pas créer du doute, ouvrir des questions que l'on n'a pas forcément envie d'ouvrir? Il me semble qu'on n'est pas dans la même situation que le côté gauche de ma vignette. Et puis là, pour l'instant, on n'a pas de protocoles qui sont pensés, réfléchis. Et du coup, je trouve que surtout, ça met beaucoup à mal la notion de consentement éclairé. Parce que quand vous êtes sur le côté gauche de ma vignette, je reprends mon exemple du cancer, vous savez qu'il y a un cancer qui circule dans la famille, vous savez qu'on va chercher les gènes responsables du cancer, et puis surtout, vous avez l'expérience du cancer dans votre famille qui peut vous permettre de vous positionner, qui vous donne envie d'aller connaître vos statuts, ou au contraire, ça vous fait peur, vous ne voulez pas aller le connaître, mais vous vous appuyez sur une expérience. Là, comment informer le patient de tout ce qu'on pourrait trouver entre les risques cardiologiques, les risques oncologiques? On peut élargir très largement, hein. Là je parle de l'onco et de la cardio parce que c'est ce qui est préconisé par les Américains, mais on peut imaginer qu'on peut ouvrir très largement, quasiment sans limite. Donc comment aller donner une information aussi complexe, comment donner un consentement éclairé, et que ça change aussi la donne. Vignette suivante. Oui, ça c'est un petit résumé rapide. Donc je pense que vous aurez compris que techniquement, on n'a plus beaucoup de freins aujourd'hui, on sait séquencer notre ADN. Les freins, ils sont plus techniques. Les freins économiques se lèvent progressivement. Ça coûte encore cher de séquencer un génome, mais il y a des études qui sont en cours pour montrer que ça coûtera peut-être moins cher de séquencer un génome une seule fois, qu'on peut garder en plus à vie, dont on peut garder les données à vie, qu'on peut réanalyser au fur de l'avancée des connaissances, que d'aller faire comme on le faisait avant, par tâtonnement, un gène, puis deux, puis un petit groupe de gènes. Au final, on est en train de montrer que séquencer le génome, bientôt, ça coûtera moins cher. Et puis en plus, à force d'en séquencer, le coût des machines diminue aussi, donc le frein économique est en train de diminuer. Donc finalement, l'enjeu, c'est la finalité de l'utilisation de ces outils, comme toujours en science, hein, c'est surtout ce qu'on en fait, qui engage, je trouve, une réflexion éthique citoyenne. Vignette suivante. Donc nos interrogations éthiques, elles portent aussi finalement sur le périmètre de ces informations génétiques qui pourraient être recherchées et divulguées, puisqu'aujourd'hui, techniquement, on n'a plus beaucoup de limites. Donc, où est-ce qu'on se fixe les limites? Est-ce qu'on reste sur du diagnostic primaire, on utilise ces outils pour aller chercher, essayer de répondre à la question du patient, de sa famille? Est-ce qu'on va chercher de la donnée additionnelle, d'autres choses? Jusqu'où? Jusqu'à quelle limite? Est-ce qu'on va chercher du pré-symptomatique, du coup? Et puis là, je vous ai parlé simplement des contextes post-nataux, hein, avec des gens vivants, des enfants, des adultes qui ont des pathologies, qui n'en ont pas. Mais on peut aller, bien sûr, séquencer l'exome ou le génome en prénatal, donc sur du diagnostic prénatal. Donc avec tout le champ des incertitudes et de la méconnaissance que ça ouvre encore, vous voyez aussi la difficulté à ce moment-là pour demander après à des parents de se positionner sur la conservation ou l'interruption d'une grossesse, par exemple. Et puis on pourrait, là, il y a des enjeux sociétaux énormes, hein, aller faire de la recherche en préconceptionnel. Par exemple, la variation génétique qui est responsable de la mucoviscidose, qui est une pathologie, je pense que vous connaissez tous, est très fréquente dans la population générale. On doit être entre, je crois que c'est 1 sur 25 ou 1 sur 30, quelque chose comme ça. Enfin, c'est extrêmement fréquent. Il y en a certainement, là ce soir, nous sommes 35. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 parmi nous qui sommes certainement porteurs du variant de la mucoviscidose. Alors, être porteur d'un variant, on est porteur sain, on n'a aucun risque de maladie. Par contre, si par hasard notre conjoint, notre compagnon, notre compagne était porteur sain du même variant génétique, quand ce variant est fréquent, ça arrive, hein, à ce moment-là, il y a un risque sur 4 pour la descendance d'avoir un enfant atteint. Donc on pourrait imaginer qu'on peut élargir ces tests préconceptionnels, d'aller tester tous les adultes qui sont en âge de procréer, qui ont des projets d'enfants, pour savoir s'il y aurait des risques de maladie, avec des possibilités d'interruption peut-être derrière. Donc vous voyez que ça nous emmène loin. D'ailleurs, les travaux de révision de loi de bioéthique qui avaient eu lieu en 2018 étaient intitulés, si je me rappelle bien, Quelle société pour demain? Voilà, on est complètement dans ces enjeux-là aussi avec l'utilisation de ces nouveaux outils. Alors, on s'interroge sur le périmètre, jusqu'où on va, et on s'interroge aussi sur la légitimité de ceux qui vont fixer ce périmètre. Individuellement ou collectivement, il y a la responsabilité de ceux qui vont encadrer. Aujourd'hui, en France, c'est interdit d'aller chercher ces données secondaires, excepté dans un cadre de recherche, contrairement aux États-Unis. La responsabilité et la légitimité aussi du laboratoire. Certes, le patient ne cherchait peut-être pas un risque de cancer du sein. Par contre, si le laboratoire le voit, est-ce qu'il n'a pas une responsabilité de le rendre quand même au clinicien?
Quant au clinicien qui reçoit les résultats du laboratoire, quelle responsabilité et légitimité il a à rendre? Est-ce qu'il rend tout ce qui est sur le contenu du laboratoire? Est-ce qu'il rend qu'une partie parce qu'il connaît son patient et connaît ses demandes? Est-ce qu'il rend tout d'un coup ou progressivement? Vous voyez qu'à tous les étages, on peut se poser des questions. Et puis la légitimité des familles, hein, l'offre et la demande. Aujourd'hui, personne ne vient nous réclamer des données secondaires parce que les gens ne savent pas trop que ça existe. Mais est-ce que si on vulgarise l'analyse des exomes, des génomes, des données secondaires, dans quelques années, les patients ne viendront pas nous réclamer le génome avec analyse de tous les facteurs de risque? Alors pour essayer de répondre à ces questions, on a toujours la question de la balance bénéfice-risque en médecine. Vignette suivante. Donc cette balance, dans la littérature scientifique médicale, elle est souvent très binaire, hein. Il y a souvent, là dans les données secondaires, les données additionnelles, on s'intéresse aux bénéfices médicaux puisque ce sont des données actionnables. Donc le médecin est pris dans le devoir d'informer le patient d'informations qui pourraient être utiles pour sa santé, tout en ne nuisant pas à son patient. C'est toujours la tension qui est compliquée à gérer pour un médecin, la mise en tension compliquée. Et puis les risques sont plutôt anticipés du côté psychologique. Est-ce qu'on ne va pas créer inutilement de l'anxiété? Avec le souci de respecter le principe d'autonomie, on en a parlé dans l'intervention précédente, donc ce devoir à l'ignorance aussi, ce devoir de ne pas savoir, de ne pas connaître. Alors cette balance, elle est beaucoup plus complexe que ça en réalité, hein, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a aussi des risques médicaux, à peut-être surmédicaliser des patients avec des examens médicaux coûteux qui créent de l'anxiété, si la maladie ne se déclare jamais, par exemple. Et puis à l'inverse, il pourrait peut-être y avoir des bénéfices psychologiques à connaître certains facteurs de risque pour faire des choix de vie importants, se marier, avoir des enfants, faire certaines professions, voilà, ça peut avoir des enjeux majeurs. Donc l'accès à ces données additionnelles, finalement, offre-t-il les conditions d'un avenir plus ouvert, avec plus de principe d'autonomie, de capacité de choix, ou davantage subi, comme une épée de Damoclès, finalement, qui planerait au-dessus de nos têtes? Vignette suivante. Alors cette médecine prédictive, je pense qu'elle fascine beaucoup, la génétique fascine, on voit bien l'engouement qu'il pourrait y avoir sur les tests pour connaître ses origines, etc. Parce qu'on a le sentiment qu'elle pourrait nous donner des moyens démultipliés, hein, à la fois de lever le voile sur le présent, en révélant un diagnostic, à la fois sur le passé, en nous révélant ce qui a été transmis, hérité, une fois que j'ai mon diagnostic, par qui il a été transmis, d'où ça vient, de quelle lignée. Donc là, on peut remonter hein, dans les lignées familiales sur plusieurs générations, et puis rebrasser toutes les histoires familiales, bien sûr. Et puis, est-ce que ça nous donnerait les moyens d'avoir de la maîtrise sur le futur, avec la prédiction de risque, comme je vous en ai parlé ce soir? Donc finalement, cette médecine prédictive, elle alimente le désir de connaître notre avenir, et puis surtout, de maîtriser l'incertitude qui est liée, parce que c'est surtout ça qui est anxiogène. Vignette suivante. Donc on comprend qu'elle nous fascine, cette génétique, cette médecine génomique. Mais pour en revenir à l'incertitude épistémique, je voulais vous montrer ce soir qu'elle reste très grande, même avec ces outils très puissants, aujourd'hui issus de nouvelles technologies très, très récentes. Et les progrès sont conséquents, hein, tous les jours, il y a des nouvelles découvertes. Hein. Mais elle reste, comme le disait le Comité consultatif national d'éthique déjà en 2016, et c'est toujours vrai aujourd'hui, ça reste une médecine probabiliste, qui repose sur des statistiques, hein, toujours, à finalité préventive. Hein. Le terme de prédictif, si on l'entend vraiment comme une certitude oraculaire, c'est un terme qui n'est pas adapté en fait. Et là, je reprends des propos de Paul-Loup Veil-Dubuc, avec cette notion de déterminisme relatif, puisque les capacités des scientifiques à identifier les risques restent toujours bien supérieures à leur aptitude à les maîtriser. Vignette suivante. Et puis 2 mots de l'incertitude ontologique, on a déjà commencé à en parler un petit peu en introduction aussi de cette soirée. On ne pourra jamais la réduire, cette incertitude ontologique, hein, même si on a les outils technologiques les plus puissants du monde, hein, puisqu'elle est liée à l'imprévisibilité irréductible de la réalité, et puis à notre vulnérabilité ontologique, hein, tout simplement, en tant qu'être humain. Et puis voilà ce qui me semble très important. Moi, je dis toujours ça dans les formations que je fais auprès des médecins. Je dis toujours, un diagnostic n'est pas un pronostic de vie. Ça, c'est vraiment ma phrase que je martèle en formation. Parce qu'une prédiction génétique, quelle qu'elle soit, elle ne dira jamais rien de ce que le sujet va en faire. Ce qu'il va en faire psychiquement, dans son histoire de vie, dans son histoire familiale, en fonction de sa culture, ses valeurs, etc. Et ne dira jamais non plus de ce qui adviendra réellement. Donc j'aime beaucoup aussi cette notion de compétence à l'incertitude, comme d'un savoir-être que peut-être les soignants pourraient acquérir à travers leur pratique clinique. Et je pense qu'il nous ouvre davantage aussi à accueillir l'inattendu chez le patient, à accueillir toute la complexité de ces consultations. Vignette suivante.
Donc moi, il me semble, ça serait ma conclusion personnelle, encore une fois avec très peu de recul, hein, parce que ce sont des technologies innovantes. Je suis en thèse actuellement sur les données secondaires qui sont donc interdites en France, excepté en projet de recherche, donc on n'a aucun recul. Il n'y a aucune littérature avec du recul aujourd'hui pour parler de ces choses-là. Donc on est sur des choses complètement novatrices là. Il me semble que ça nourrit plutôt l'illusion d'un savoir qui, encore une fois, est très fascinant, hein, puisqu'il alimente notre besoin de maîtriser l'avenir, notre désir de repousser les limites. On en parlait juste avant, là, justement, vous m'avez fait presque la transition. Repousser les limites de la maladie, du vieillissement, de la mort, on en rêve tous, hein, au plus profond de nous-mêmes peut-être, mais qui ne réduit en rien la vulnérabilité ontologique de l'être humain et la radicale contingence de l'avenir. Encore une fois, même avec l'analyse du génome, ça, est-ce que ça bougera autant que ça? Pas sûr. Une dernière vignette en conclusion. Je conclus encore une fois avec Paul Louvel-Dubuc, qui est une phrase qui m'a beaucoup marqué, ça, dans mes lectures et dans mon travail de thèse aussi, qui est face à l'incertitude à laquelle le savoir génomique nous confronte tous, individuellement, en tant qu'individus. Nous devons choisir individuellement et collectivement entre deux paris concurrents en termes d'implication éthique. Soit on fait le pari du dépassement de l'incertitude épistémique, toujours plus loin dans nos connaissances, en pensant qu'on arrivera à tout maîtriser, soit on fait celui de la tolérance de l'incertitude ontologique. Voilà, une citation de Favez aussi que j'aime beaucoup, qui nous dit « c'est à pouvoir rencontrer l'imprévu qu'il faut être préparé et non à tout prévoir ». Je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas du tout eu le temps de lire les commentaires s'il y en a. Je laisse l'animateur pour la suite. Merci. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. C'était pour ce propos très, très clair et qui partait quand même d'une description vraiment limpide des changements aujourd'hui permis par la génomique et qui nous a mené vers des questionnements éthiques. Alors, il y a une question qui est posée au sujet des liens entre génome et environnement. Je me permets d'en ajouter une autre parce qu'il nous reste assez peu de temps. Parce que j'ai trouvé vraiment passionnante votre intervention et notamment à la fin quand vous dites que quand vous parlez des risques psychologiques, il me semble qu'on génère par ces découvertes secondaires que l'on est susceptible d'annoncer, une inquiétude qui a finalement une chance assez minime d'être bénéfique à l'individu. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que par ailleurs, il y a tout ce discours dans la médecine prédictive de l'autonomie, de l'autodétermination, c'est-à-dire que les firmes qui commercialisent des tests génétiques en appellent beaucoup à l'idée d'une maîtrise du destin. Et alors, ce que vous constatez, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est qu'en fait, on génère une sorte d'inquiétude, de passivité chez la personne. Et la question que je voudrais vous poser, c'est plutôt que de justifier ce que vous appelez ces dépistages opportunistes, par ce faux argument de l'autonomie, est-ce qu'on ne pourrait pas les justifier par un argument qui serait peut-être plus valable, qui serait celui de la solidarité? C'est-à-dire que finalement, cette inquiétude que je subis moi-même, peut-être qu'elle a peu de chances de m'être bénéfique à moi, mais sur 100 personnes, elle sera peut-être bénéfique à quelques personnes. Et finalement, il y a peut-être un fardeau de l'inquiétude qui serait finalement cette épée de Damoclès dont vous parlez finalement. Peut-être que nous entrons dans une époque où nous la supportons tous, et peut-être que ça va profiter à quelques individus qui pourront effectivement bénéficier de cette nouvelle médecine, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le justifier au nom d'une certaine solidarité finalement? Donc c'était la question que je voulais poser, parce que finalement le retour à l'époque d'avant, le retour à la médecine prédictive des débuts, où on identifiait des maladies connues, semble maintenant hors de portée peut-être. Peut-être que c'est une illusion, l'insouciance est peut-être terminée maintenant. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas le justifier autrement? Voilà. Par la solidarité. Alors, je vais essayer de répondre. Oui. Moi, je dis on le justifie au nom du principe de l'autonomie parce que je suis branchée sur la question éthique, mais les médecins, ils le justifient surtout au nom de l'actionnabilité médicale.
C'est-à-dire, si on rend un bénéfice médical au patient, dans la mesure où on le met sous prévention, on peut lui éviter de déclencher une maladie. Donc, bien sûr, en tant que médecin, on a envie d'éviter de déclencher, enfin de protéger le patient de la maladie. Donc, c'est surtout ça qu'ils mettent en avant et c'est ça que je questionnerai aussi dans ma thèse parce que rien ne prouve, là, je rebondis du coup sur la question de l'épigénétique, c'est-à-dire les interactions entre le génome et l'environnement. Déjà, on n'est pas le responsable, on n'est pas notre maladie n'est pas responsable que d'une seule mutation génétique. Il y a tout notre patrimoine génétique, les interactions au sein de notre patrimoine génétique qui est différent d'un individu à l'autre. Et puis, il y a des interactions très complexes entre le génome et l'environnement. L'épigénétique est très prometteuse, mais on en est vraiment qu'au tout début. On ne comprend pas encore vraiment comment tout ça, ça marche. Pourquoi chez certains patients, un variant s'exprime très fort, chez d'autres, il s'exprime moins bien. On ne sait pas bien tout ça. Donc voilà, l'épigénétique est très importante et ce qui fait douter de l'actionnabilité aussi de ces résultats. Comme je vous le disais, autant quand on est dans une famille où tout le monde est décédé du cancer ou malade du cancer, on trouve la même mutation chez celle qui est dans la famille. Là, c'est quand même fortement anxiogène et fortement pathologique. Donc on se dit, il y a bien des chances que ce soit un variant prédictif. Par contre, si on fait ça en population générale, où on n'est pas malade, on est beaucoup moins certain que le même variant qu'on va trouver chez quelqu'un qui va bien, qui n'a pas d'antécédents familiaux, soit vraiment prédicteur de la maladie. Donc on risque là vraiment de créer de l'anxiété pour un bénéfice médical qui est peut-être douteux. Et puis sur cette question de la solidarité, je ne sais pas si ça serait vraiment plus efficace, parce qu'aujourd'hui on a quand même des campagnes de prévention qui sont efficaces. Hein. On fait de surveillance des cancers du sein chez les femmes, les cancers du côlon à partir de 50 ans. On a déjà des mesures de prévention primaire où on s'adresse à toute la population qui sont quand même assez efficaces. Là, aller faire du génome, je me disais, en prévention primaire, ça coûterait déjà une petite fortune pour trouver quelques pourcentages de facteurs de risque qui ne sont pas sûrs de se révéler. Alors bien sûr, on est en amont de la tumeur hein, quand on fait un scanner ou des choses comme ça, ou des mammographies, quand on voit les choses, on sait déjà qu'elles sont un petit peu avancées. On voit bien l'idée qu'il y a derrière, mais aujourd'hui, il me semble qu'on manque de validité scientifique déjà pour prouver la solidité de ces données. Et puis peut-être un mot sur le rapport à l'anxiété, parce que là, c'est peut-être un des résultats de ma thèse, mais alors c'est très, très préliminaire, parce que je n'ai pas tous les résultats. Je viens juste de coder les entretiens. Mais il semblerait que notre rapport à l'anxiété, les gens qui sont très anxieux sont déjà anxieux à la base. Quoi. Le fait qu'on leur rajoute un résultat une donnée génétique, va faire flamber l'anxiété quand on est déjà sur un tempérament anxieux, déjà sur un tempérament un peu déprimé, déjà. Et les personnes qui sont plutôt quand même plus positives, qui ont plus de ressources, alors ça semble peut-être, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est peut-être les seules preuves, les seuls facteurs prédictifs qu'on va arriver à montrer des effondrements dépressifs. Et Marcella Gargiolo, qui me dirige, avait déjà montré ça sur des travaux précédents, sur la chorée de Huntington ou d'autres pathologies comme ça. Le seul facteur prédictif d'un épisode dépressif, c'était déjà des épisodes dépressifs avant ou des fonds anxieux, des fonds dépressifs. Donc, il y a aussi les ressources de l'individu. C'est peut-être là-dessus, en tant que psychologue, qu'on pourrait se pencher. C'est-à-dire que quand on propose ces examens, analyser le contexte, analyser déjà l'état psychologique de la personne, etc. On n'est pas tous égaux aussi dans notre capacité à donner un consentement éclairé, à en mesurer les enjeux. Bon, après, on ne doit pas discriminer. Si un examen est accessible, en théorie, il doit être accessible à tout le monde. Donc après, on ne veut pas faire de la discrimination. Donc on est toujours prise dans des tensions très complexes. Je ne sais pas si j'ai répondu au moins partiellement aux questions. Tout à fait, oui. Mais quand je parlais de la solidarité, c'était pas forcément en vue de l'efficacité, mais c'était en tout cas en vue de l'honnêteté ou de la loyauté. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une promesse qui va avec cette médecine prédictive, c'est celle d'une maîtrise du destin, alors qu'il semblerait que, pour revenir à l'avenir ouvert, hein, qu'il y a quand même un risque aussi de sidération, de fermeture de l'avenir, bon, tout ce que vous décrivez me semble intéressant. Voilà. Surtout une illusion de maîtrise, j'ai l'impression, parce qu'on ne maîtrise pas tant de choses que ça, quoi, aujourd'hui. Dans ce contexte, encore une fois, sans pathologie connue, sans antécédents familiaux et tout, hein, je parle bien de ce nouveau paradigme clinique qu'on ne confonde pas avec la médecine prédictive telle qu'on la pratique depuis quelques décennies. Oui, oui. Moi, j'ai fini. Enfin, je veux dire, j'ai posé ma question. Je ne sais pas si Sébastien veut boucler sur l'avenir ouvert ou si on en reste là, ou si Emmanuel veut intervenir. Mais on a déjà dépassé le temps, donc je vous propose que peut-être qu'on en finisse là. Ou Sébastien?
Non, je t'ai vu ouvrir ton micro, le fermer. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. On va clore cette belle session. Voilà, j'étais très heureux à la fois de pouvoir vous présenter ce numéro et puis d'entendre Renaud Etier et Françoise Oudeyer-Robert voilà, évoquer les passionnants sujets voilà, qu'ils traitent dans le numéro. Donc, on vous encourage en tout cas à suivre la revue et puis peut-être à lire ce numéro sur l'avenir ouvert. En tout cas, j'espère que ça vous a beaucoup convaincu que derrière ce sujet, il y avait de véritables questions éthiques, de multiples questions éthiques. Voilà, on le voit à travers la question de la responsabilité, mais aussi à travers la question de la transmission. Et peut-être que c'est le point commun entre Renaud Etier et Françoise Oudeyer-Robert, cette question de la transmission. Voilà, comment on, on transmet à la fois aux nouvelles générations, mais comment on transmet aussi une information à son patient. Et peut-être que il y a un lien entre tout ça si on réfléchit à ces questions à travers le prisme de la médiation, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est une piste de réflexion que j'ouvre pour conclure cette session. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et puis je remercie encore Françoise Oudeyer et Renaud Etier de leurs belles interventions. Merci beaucoup, au Merci à revoir. vous.